Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à notre webinaire « Et si on robotise la traite ?» Donc en effet, aujourd'hui, vous êtes de plus en plus nombreux à vous poser la question de robotiser la traite. Donc avec Louis, dans ce webinaire, on va vous présenter les facteurs pour réussir l'installation et l'implantation de vos robots, mais également les points d'attention et les points de vigilance à bien mesurer en amont d'acheter un robot. Et également, nous allons vous parler des facteurs pour optimiser la valorisation du pâturage en système robotisé. Donc pourquoi aujourd'hui on a choisi cette thématique de webinaire à Littoral Normand? Puisque sur notre territoire, on constate une dynamique d'installation des robots de traite qui est très importante. Aujourd'hui, plus de 80% des nouvelles installations de traite est un robot de traite. Cette dynamique augmente d'année en année, puisque dans nos dernières statistiques de 2019, on était plutôt autour de 60% qui concernaient des robots de traite. Donc on voit bien que cette dynamique augmente d'année en année. Néanmoins, l'arrivée d'un robot, ça se prépare, puisque ça peut impacter significativement votre système de production. Donc, afin de réussir l'implantation, l'installation, le démarrage, mais surtout pour pérenniser les robots sur votre exploitation, il y a de nombreux points d'attention à prendre en compte en amont de l'achat de vos robots. Donc, c'est ces points d'attention qui vont vous être présentés dans ce webinaire avec Louis et moi. Donc, pour vous présenter ce webinaire, nous avons organisé la présentation en 7 parties distinctes. Donc, Louis va débuter sur le volet organisation du travail. Quel impact aura la traite robotisée sur mon organisation du travail? Il abordera également un volet économique et également il vous donnera ses conseils pour aménager vos bâtiments afin d'optimiser la contention, le tri et surtout la circulation des animaux dans votre bâtiment. Je vous présenterai les points de vigilance sur le troupeau liés à l'arrivée de la traite robotisée. Je vous présenterai également les préalables pour une mise en route réussie de la traite robotisée et je vous ferai un apport technique sur l'alimentation. Et enfin, Louis conclura ce webinaire en vous présentant les leviers pour optimiser la valorisation du pâturage en système robotisé. Donc nous allons partir avec le premier des 7 points qui concerne l'organisation du travail. Donc, vous êtes bien évidemment, l'arrivée d'un robot de traite bouleverse les pratiques habituelles par le fait que nous n'avons plus les 2 traites quotidiennes. Donc, ça nécessite une remise en cause de l'organisation quotidienne, plus une planification des interventions ponctuelles. Point très important, la traite robotisée, certes, donne de la souplesse, mais pour que ceci se passe très bien, il faut une rigueur importante. Sur cette diapo, nous allons présenter une méthode d'organisation au niveau du suivi robot de manière quotidienne. Voilà ce qu'on peut proposer, par exemple. Le matin, nous pouvons commencer en faisant la consultation du logiciel pour regarder ce qui se passe au niveau des vaches en retard, de la qualité du lait de repos. Puis, nous réalisons la gestion des animaux en alerte. Enfin, on peut distribuer la ration et passer à l'entretien de la machine. À la mi-journée, on revient vers le robot, on consulte encore une fois ses rapports et on intervient, le cas échéant, sur des animaux. Enfin, en après-midi ou soirée, nous refaisons la même chose que le matin. Ce qui est très important à planifier, c'est les interventions ponctuelles. En effet, la traite robotisée, on a plus de 2 fois par jour les animaux sous la main, donc ça complexifie plusieurs tâches. Donc, notamment la gestion du tarissement, le barrage, les échographies. Donc, il faut, pour avoir de la simplification du travail, planifier ces chantiers à l'avance, notamment le barrage, les échographies. Et, si possible, éviter ces tâches-là au moment où le robot est le plus fréquenté. Et il faut bien sûr également prévoir et planifier tout ce qui est le SAV sur la machine, ce qui est le changement des manchons, tout ce qui est la mesure de consommation des produits, la vérification du fonctionnement des robots, et ainsi que notamment le calibrage des aliments. Une donnée importante que nous poussons vraiment, c'est que tous les intervenants sur le troupeau doivent être en mesure de conduire le troupeau avec l'outil robot. L'harmonisation des compétences robots permettra de répartir, comme c'est marqué, la gestion des tâches et des alarmes au niveau des remplacements. C'est très important pour répartir de manière équitable le travail et la gestion des alarmes. Donc, après ce premier point, nous passons à la deuxième partie, qui était la partie économique. Donc, le robot induit forcément de nouvelles charges, ainsi de suite. Donc, il est très important de faire une étude économique en amont, bien sûr, de l'investissement, pour voir qu'est-ce que ça donnera, ce futur investissement, à l'avenir pour notre exploitation. Alors,
Ici, dans un deuxième temps, dans un tableau, nous avons relevé différents impacts qui peuvent être des charges en plus, des charges en moins, des produits en plus, des produits en moins. Bien sûr, ça, c'est une liste que nous avons fait pêle-mêle qui est discutable en fonction de chaque exploitation. Au niveau des charges en plus, bien sûr, on retrouve un remboursement du robot, on trouve des frais de fonctionnement inhérents au robot, de l'électricité, des consommables d'entretien, et éventuellement un coût alimentaire qui peut être plus important, ce qui est à voir en fonction de chaque élevage. Il y a du coup éventuellement des produits en plus, donc au niveau de production laitière, plus de produits. On retrouve des charges en moins. Au niveau, les frais de fonctionnement de la salle de traite qui disparaissent, bien sûr, vu qu'on n'a plus de salle de traite. Au niveau de la main-d'œuvre, dans certains cas. Au niveau du coût alimentaire, dans certains cas également, on peut le rencontrer. Et au niveau des frais d'élevage, si on engendre une production laitière supplémentaire, éventuellement, on peut en retrouver. Donc, au niveau des produits en moins, on peut avoir éventuellement, dans le cadre de stalles assez saturés, un risque de sous-réalisation en année 1. Alors, nous, ce que nous relevons, c'est un impact très variable au niveau du coût de la robotisation. On va dire, on peut aller de 10 euros, de plus 10 euros des millilitres dans le cas d'un élevage qui a quelques charges, quelques annuités qui sautent de manière au même moment où arrive le remboursement du robot, et on peut aller jusqu'à plus de 50 euros des millilitres d'augmentation de charge globale. Là où nous insistons beaucoup, c'est au niveau du chiffrage du projet. Il faut l'être rigoureux pour éviter le plus possible d'avoir oublié de chiffrer quelques dépenses. Je ne sais pas, des dépenses qui peuvent être du tubulaire, des abreuvoirs, de la contention. Et on invite fréquemment nos adhérents à prévoir une enveloppe supplémentaire qui peut être de 5 à 10% du projet global pour avoir de quoi répondre à d'éventuels oublis. Et bien sûr, très important, il faut raisonner son investissement en fonction de sa production de manière réaliste. Donc on passe au point 3 qui concerne le bâtiment et les agencements. Alors en préalable, la capacité d'une stalle, c'est hyper variable. On peut aller jusqu'à 1 million, ça existe, des gens qui livrent 1 million sur une stalle, mais ça, c'est condition de plein de choses, on va dire. Le potentiel génétique, l'alimentation, le nombre de vaches qu'on met par stalle, la vitesse de traite de ces animaux, et bien sûr, le temps qu'on veut y passer. Donc on y va, on a une très grande variation. On a des gens qui peuvent produire 250 000 par stalle, on a des gens qui peuvent aller à 1 million. Voilà, c'est très variable en fonction de l'utilisation qu'on en fait. Alors, un petit point d'attention qu'on va revenir, c'est qu'on a fait un petit sondage interne, et donc on a posé la question aux éleveurs, est-ce que vous changeriez des choses si c'était à refaire dans votre agencement au niveau du robot? Eh ben, on a été donné la réponse parce que 7 éleveurs sur 10 nous ont répondu qu'à refaire, il faudrait différemment des choses. Alors souvent, ce n'est pas des choses majeures, mais c'est quand même un point d'attention. Souvent, les gens pensent qu'il aurait fallu faire un peu différemment. Donc, pourquoi il est important de bien réfléchir à l'agencement? Parce qu'un agencement bien organisé permet de simplifier les tâches, augmente son confort de travail pour l'éleveur et permet donc une optimisation du temps de travail. L'implantation du robot doit être en fonction de plusieurs conditions. Est-ce qu'on fait du pâturage ou pas? Parce que si on fait du pâturage, il est bien quand même de prévoir un emplacement qui favorise l'accès au pâturage. On doit aussi implanter le robot en fonction de la circulation des animaux, de la gestion des tris que l'on organise. Et bien sûr, malheureusement, quand on est dans l'existant, on a des fois l'existant qui nous bride dans nos possibilités. Point important également, l'électrogéobiologie est une chose à ne pas négliger. Que ce soit en amont de l'installation du robot, cela permet donc de valider l'implantation du robot, la zone où on va le mettre, pour ne pas avoir des courants parasites, des zones, on va dire, néfastes, et le mettre dans une zone favorable. Et enfin, avant la mise en route, on peut faire un contrôle des installations avant la mise en route, pour tout ce qui concerne les terres, ainsi de suite. Ce que nous conseillons au niveau des tris, c'est de prévoir 2 zones. Un isolement pour les interventions ponctuelles, des vaches à terrir, des vaches à inséminer, ainsi de suite. Pour nous, la capacité idéale autour des 5% des vaches. Un paillot, ou un air paillé, pour les vaches fragiles, la capacité idéale aux alentours des 10%. Nous conseillons que ces 2 zones doivent avoir un accès à l'auge et un retour libre vers le robot, qui peut éventuellement être escamotable dans le cas de vaches en chaleur pour éviter qu'elles font peu de circuler. On conseille ici également une contention pour permettre des interventions sur les animaux, du parage, des IA, du tarissement.
Devant la zone robot, il est important d'avoir de l'espace pour fluidifier la circulation. Nous conseillons plus de 5 mètres devant les robots pour fluidifier encore une fois la circulation. La zone robot doit être le plus propre possible, et si c'est une zone difficile ou difficilement raclable, on conseille de mettre des caillebotis dans la zone robot. Et surtout, un système de récupération des écoulements en proximité du robot, parce que le robot génère pas mal quand même de production d'eau. Enfin, au niveau stockage et distribution des aliments, ce que nous conseillons, c'est des stockages en silos permettant la recharge au godet pour donner beaucoup de capacité d'utiliser notamment des matières premières ou des produits produits qui sont livrés au camion que nous rechargeons nous-mêmes, sans nécessiter une vis. Et il faut aussi également bien réfléchir à tous ces investissements d'équipements annexes qui peuvent être un troisième aliment ou de distributeurs de microdoses. Au niveau du bâtiment, l'abreuvement est important, mais ça c'est vrai dans tous les cas. Donc là, on a rappelé les codes qui sont aussi vrais en système salle de traite, qui est maintenant ce qui est couramment conseillé avec du 8 à 10 cm de point d'eau par vache, avec un entretien régulier de l'eau. Au niveau de la qualité d'eau, ce que nous conseillons, c'est bien sûr d'avoir une eau qui n'ait pas de contaminants et qui pas d'excès de fer, de manganèse. Ça, c'est pour les animaux. Et pour la machine, il faut un adoucisseur quand l'eau est dure. Et au niveau du bâtiment, il y a d'autres points qui sont des points d'attention importants à vérifier. Le bureau pour l'accessibilité, parce que c'est une zone où on consulte régulièrement. La laiterie pour des questions de lavage, si possible, pas trop loin. Le local technique accessible, pareil, pour une question de commodité. Une caméra éventuellement pour surveiller. Et enfin, un tank de tampon dans le cadre de stalles assez occupées. Et bien sûr, toutes les recommandations classiques s'appliquent dans un bâtiment avec traite robotisée. Merci Louis. Donc maintenant, je vais vous présenter donc les points de vigilance sur le troupeau induits par la robotisation de la traite. Donc première thématique autour de la génétique et plus particulièrement sur la morphologie. Donc premier point qui est très important, ça va être de faire attention à la qualité des membres et à la santé du pied. En effet, en traite robotisée, le déplacement des animaux est un des facteurs clés de réussite, puisque les animaux doivent pouvoir se déplacer librement dans le bâtiment pour accéder notamment à la table d'alimentation et au robot pour assurer une bonne fréquentation. Deuxième point d'attention, ça va être au niveau de la qualité de la mamelle. Attention à l'implantation des trayons arrière et également à la longueur du trayon. Donc là, sur la diapositive, vous avez quelques recommandations, ce que nous vous conseillons au niveau de vos choix de reproducteurs. Si je continue sur la génétique, je vais aborder maintenant la production, donc la production laitière. Donc ce point est essentiellement, est vraiment vrai, notamment si vous êtes en système où votre robot sera saturé demain. Donc là, dans ce cas, pour ne pas surcharger la stalle, vous allez être obligé de sélectionner sur le lait. Donc là, on vous conseille de viser des taureaux à plus de 600 en lait. Enfin, dernier point sur la génétique, quelques recommandations au niveau des fonctionnels, au niveau santé mamelle, donc pour prévenir une bonne qualité du lait, pour garantir une bonne qualité du lait, et également au niveau de la vitesse de traite, afin d'assurer une stalle qui se libère assez vite après la traite. Deuxième thématique, après la génétique, je vais aborder la reproduction. Donc, qu'est-ce qui est important en traite robotisée? Ça va être de maîtriser son IVV. Donc, l'IVV, l'intervalle vélage-vélage, donc bien sûr, il est important de le maîtriser en traite classique également, mais encore plus important en traite robotisée. Pourquoi? Parce que tout d'abord, ça va vous permettre de garantir de la performance. Qui dit performance, puisqu'on voit bien que plus on a un IVV court, plus on a un stade de lactation jaune, et meilleures sont les efficacités alimentaires. Deuxième point, et qui est très important en traite robotisée, c'est que le fait d'avoir un IVV court, ça va vous garantir d'avoir une hétérogénéité des stades de lactation. C'est-à-dire que dans votre troupeau, vous allez avoir des débuts, des milieux et des fins de lactation répartis de manière homogène en termes d'effectifs. Et ça va permettre d'assurer une bonne circulation dans votre bâtiment, puisque les débuts de lactation vont venir plus se faire traire que les fins de lactation. Deuxième point sur la reproduction, ça va être au niveau de la gestion des vélages. Si vous êtes en système saturé, vous n'avez pas le choix d'avoir un effectif constant au niveau de la traite, au niveau des robots sur l'année, donc du coup vous allez être obligé d'être en système vélage étalé. Autre point également d'attention, ça va être au niveau de la gestion des vélages des génisses. On vous conseille de également travailler en vélage étalé sur vos génisses. Pourquoi? Juste pour limiter les temps de perte sur les temps d'apprentissage liés à la traite. Voilà, à l'apprentissage de la traite. Et deuxième point, sur les vélages des génisses, si on étale les vélages des génisses, on vous conseille d'anticiper dès 1 à 2 ans avant la mise en route des robots, si possible pour vous.
Troisième point de vigilance, ça va être au niveau de la santé du pied. Donc là, je vous l'ai déjà évoqué, hein, la santé du pied est très importante en traite robotisée. Donc vous allez devoir organiser régulièrement des actions, des chantiers de pédicure sur votre troupeau. Tous les mois, tous les 2 mois, tous les 3 mois, j'ai envie de dire, ça va vraiment dépendre de la pression qu'il y a dans votre exploitation. Donc pour intervenir sur qui? Les vaches boiteuses, bien sûr, pour apporter des soins sur les vaches boiteuses. Les primipares qui sont en début de lactation, pour leur assurer des pattes de qualité sur toute la première lactation. Et également, on vous conseille d'intervenir régulièrement sur les animaux que vous allez bientôt tarir, sur les animaux qui sont en phase de lactation. L'intérêt, c'est que ces animaux-là vont pouvoir se reposer pendant le tarissement sur d'éventuels soins que vous avez faits. Et surtout, de redémarrer une nouvelle lactation avec des pattes de bonne qualité. Autre point sur la santé du pied, ça va être au niveau de la prévention de la maladie de Mortellaro ou de la dermatite. Donc, c'est une maladie qui est de plus en plus présente dans nos exploitations. Donc, du coup, il faut anticiper, je dirais, pour la prévenir au maximum. Donc, certains robots sont équipés de systèmes de désinfection. Et sinon, je dirais, il faut également prévoir automatiquement, au moment de l'agencement du bâtiment, un endroit où vous allez positionner le pédiluve pour assurer un lavage et une désinfection des pattes assez régulièrement tout au long de l'année. Dernier point de vigilance sur le troupeau, ça va être au niveau de la qualité du lait. Donc, je dirais la clé de réussite sur la qualité du lait, ça va être la réactivité. Soyez très réactifs sur vos animaux en alerte. Donc, c'est pour ça que Louis vous a conseillé au niveau de l'organisation de regarder vos animaux en alerte sur les rapports et donc du coup intervenez le plus rapidement possible sur ces animaux-là. Donc ça passe bien sûr par une bonne hygiène du bâtiment, logettes et repaillés qui doivent être propres, mais également une bonne hygiène des animaux. Donc là, ce qu'on vous conseille, ça va être de couper les poils des queues et également d'épiler les mamelles. Je vais maintenant aborder les préalables pour une mise en route réussie. Donc déjà, vous devez vous projeter sur une date de mise en route de vos robots. Alors, clairement, en période de mise en route, vous devez être présent dans votre troupeau. Donc, il est hors de question de démarrer un robot quand vous êtes en pic de travail dans les champs. Donc, on évite de démarrer un robot pendant les périodes de semis, les périodes de récolte ou les périodes de moisson. Autre point important, on évite de démarrer un robot quand on va avoir une transition alimentaire. Pour quelle raison? Tout simplement, c'est qu'on a vu déjà une petite perturbation sur les animaux en leur proposant un nouveau système de traite. Donc, on évite de les perturber de nouveau en leur obligeant à avoir une transition alimentaire. Donc, point d'attention aussi particulier, si vous démarrez votre robot en deuxième partie d'hiver, par exemple sur février-mars, on va vous conseiller de décaler la date de mise à l'herbe, juste pour au moins maintenir en bâtiment vos animaux 2-3 mois autour du robot en première année. Ça, c'est super important pour bien les habituer. Autre point important, sécurisez bien vos stocks fourragers en année 1, puisque ça peut arriver que l'arrivée des robots induit une réduction du pâturage. Par exemple, votre parcellaire n'est pas accessible à toute la journée avec le bâtiment, donc du coup, vous êtes obligé de réduire votre surface pâturée. Ou alors également, si l'arrivée des robots s'accompagne d'une augmentation des effectifs. Donc là, je dirais, faites attention, sécurisez bien vos stocks fourragers en année 1. Autre point d'importance, ça va être de bien travailler sur vos effectifs d'animaux à la mise en route de votre robot. Maxi 50-60 animaux par stall. Ne saturez pas, ne surchargez pas vos stalls au moment du démarrage. Ça, c'est très important pour vraiment réussir la mise en route. Donc, ce qu'on vous conseille, bien sûr, ça va être d'ajuster vos effectifs, donc réformer les animaux qui sont non robot compatibles, des trop gros problèmes de qualité du lait, des problèmes de locomotion, par exemple, des problèmes de mamelles, etc. Et également tarir des animaux qui sont les moins productifs et les animaux qui vont bientôt être taris. N'hésitez pas à anticiper les tarissements pour avoir au maximum 50-60 animaux sur la stalle. Autre point d'importance, ça va être la santé de vos animaux au démarrage du robot. Bien sûr, il faut que le niveau cellulaire soit le plus faible possible. On conseille que plus de 90% des vaches doivent être saines au moment du démarrage du robot. Et également, pas de boiterie. Donc, du coup, anticipez vos chantiers de parage de pédicure 3 à 6 mois avant la mise en route afin que votre troupeau soit vraiment avec des pattes de bonne qualité au moment de la mise en route. Je vais maintenant vous parler alimentation. Donc, bien sûr, qui dit traite robotisée dit ration semi-complète. C'est-à-dire que la majorité des concentrés de votre ration va être distribuée au niveau des robots. Donc, au niveau de l'auge, au niveau de l'équilibre de la ration à l'auge, on vous conseille de l'équilibrer 5 à 8 kg en dessous de la moyenne, de la production moyenne de votre troupeau. Par exemple, vous avez un objectif de production de 30 kg de lait, on va équilibrer la ration autour de 22 à 25 kg de lait.
Je dirais ça, c'est le juste équilibre pour permettre une bonne valorisation des fourrages de la ration de base et également pour maintenir une bonne fréquentation au niveau des robots. Donc maintenant, au niveau des robots, qu'est-ce qu'on vous conseille? Donc bien sûr, sur l'ensemble des marques, vous allez pouvoir distribuer jusqu'à 5 types d'aliments différents au niveau des robots. 2 à 3 aliments concentrés, un aliment liquide de type par exemple propylène glycone ou pour apporter des solutions précurseurs de glucose, et également la possibilité de mettre en place un distributeur d'additifs. Si par exemple vous souhaitez cibler les apports d'acides aminés en début de lactation pour vos vaches les plus productrices. Au niveau du robot, c'est que tous les animaux qui viennent au robot doivent recevoir une quantité minimum de concentré. Ça, c'est, je dirais, une condition pour garantir la bonne circulation. Donc, une quantité minimum de 800 grammes à 1 kg. Et je dirais, ça, même vos vaches qui sont en fin de lactation, elles doivent recevoir cette quantité-là. Après, donc pour les vaches qui sont en début de lactation, pour les vaches qui sont les plus hautes en production, on vous déconseille de monter à plus de 7 kg d'aliments au niveau du robot parce qu'au-delà, vous allez créer ce qu'on appelle la substitution et vous allez sous-valoriser les fourrages de votre ration de base. Donc maintenant, je vais laisser la parole à Louis qui va vous parler pâturage. Donc, robot et pâturage, c'est complètement compatible, sous certaines conditions, bien sûr. Il y a quelques points de vigilance pour que tout ça se passe bien. Alors, dans la présentation que je vais réaliser, on va vous apporter des conseils qui sont quand même pour des élevages qui pâturent de manière significative. Déjà, pour gérer la sortie des animaux, on peut conseiller, il y a 2 types de sorties possibles. Il y a une sortie par une porte de pâturage ou une sortie par le robot. Chacun des systèmes ayant un avantage et des inconvénients. La sortie par une porte de pâturage, un gros avantage, c'est qu'il n'y a pas besoin de passer par le robot de traite pour générer une sortie des animaux. L'inconvénient, un investissement bien sûr supplémentaire et il peut avoir un accès à l'auge une fois que l'animal est trait avant qu'il sorte. Une sortie par le robot, là, ça favorise la sortie au pâturage. Il y a moins d'investissement, bien sûr, mais ça nécessite que l'ensemble des animaux passent par le robot pour pouvoir accès au pâturage. Donc, pour gérer au mieux le pâturage, on peut jouer sur le paramétrage logiciel au niveau des gestions des acceptations de sortie, qui sont toutefois, attention à bien faire attention, souvent en lien avec les acceptations de traite. Pour optimiser le pâturage, il est important de bien organiser ces aménagements extérieurs. Nous, ce qu'on conseille, c'est plutôt au minimum 2 blocs de pâture par jour, en faisant attention que ce ne soit pas du bloc pâturage nuit, pâturage jour, vu que les animaux ont tendance à moins pâturer la nuit, mais par exemple, on change de bloc en milieu d'après-midi. Ça favorise la circulation des animaux en les poussant à revenir parce qu'elles savent qu'elles vont avoir accès à une nouvelle herbe fraîche et ça facilite la gestion des vaches en retard. Il faut bien sûr adapter la surface offerte en fonction de l'apport de fourrage à l'auge. Et un petit conseil, mais bien sûr qui est adaptable en fonction des élevages, ne pas avoir de paddock où les vaches restent plus de 3 jours au sein de ce paddock. Et ce que nous pouvons conseiller, c'est de gérer au fil au sein de chaque paddock. Toujours au niveau des aménagements extérieurs, ce qui est important pour que les animaux pâturent, c'est qu'ils ont aussi de l'eau. Et l'eau dans chaque paddock avec une distance qui ne soit pas excessive pour y accéder. Les chemins d'accès doivent bien sûr être stabilisés et non traumatisants pour les animaux pour faciliter bien sûr la circulation. Au niveau de la gestion de l'herbe, c'est la même chose qu'en salle de traite. Si on veut un pâturage efficace au printemps, on doit revenir aux alentours des 18-20 jours, tous les 18-20 jours. Il ne faut pas hésiter à bloquer des paddocks si l'herbe est trop avancée. Et on conseille plutôt une entrée d'herbe aux alentours de 12 cm herbomètre avec une sortie souhaitée aux alentours des 5 cm. Et il faut bien sûr adapter ces pratiques à l'auge en adaptant le niveau offert à l'auge en fonction de la pousse de l'herbe et donc de l'herbe offerte. Et on conseille plutôt, si possible, de déciler de préférence l'après-midi plutôt que le matin pour favoriser l'ingestion d'herbe matinale. Donc, on va pouvoir passer maintenant à notre conclusion. Si vous avez bien suivi, vous avez vu que pour nous, il est très important d'anticiper beaucoup de choses avant l'arrivée du robot pour se projeter, qu'il soit le financement, pour être assez souple, pour savoir où on va exactement. Il faut aussi travailler sur l'organisation du travail. Et ce qu'on peut pousser les gens à faire, c'est de ne pas hésiter à aller passer une journée dans un élevage qui pratique déjà la traite robotisée pour voir comment les gens travaillent et pas faire une simple visite de milieu d'après-midi. Vous voyez. Donc, c'est une façon de voir comment les gens s'organisent. Très important aussi, comme vous avez pu le voir, c'est l'agencement du bâtiment qui doit être fait de manière optimale pour faciliter le travail, faciliter la vie de votre troupeau. Il faut préparer son troupeau
pour qu'il soit au mieux prêt à la traite robotisée. Et enfin, le pâturage, comme on a pu le dire, c'est complètement possible avec la traite robotisée sous quelques conditions. Vous souhaitez robotiser la traite, mais vous vous posez beaucoup de questions. J'ai envie de dire, c'est bien normal. Donc, à Littoral Normand, on vous propose de vous accompagner dans tout ce processus de réflexion. On peut intervenir chez vous dès 1 an à 15 mois avant l'achat des robots avec une visite intitulée Conseil avant achat. Donc, quel est l'objectif de cette visite? Donc, un consultant robot va venir chez vous pour déjà valider avec vous que vous êtes bien robot compatible. Est-ce que la traite robotisée est bien faite pour vous? Deuxième point, on va également vous présenter l'ensemble des marques qu'on a sur le marché avec leurs spécificités. Vous allez également vous projeter avec le consultant sur où est-ce que je peux implanter mes robots dans mon bâtiment existant. Et enfin, vous parlerez déjà pâturage afin de mettre en place des aménagements nécessaires si demain vous souhaitez toujours valoriser au maximum le pâturage dans votre système. La deuxième étape dans ce processus d'avant-achat, ça va être une étude technico-économique. Donc là, nos consultants techniques et économiques sont là, bien sûr, pour faire une étude de faisabilité technique du projet robot, mais surtout pour faire une étude économique. Quel impact aura l'arrivée des robots dans mon système d'exploitation? Et enfin, juste avant d'acheter le robot, ce qu'on vous conseille, c'est de faire intervenir un électrogéobiologue. Donc lui, l'électrogéobiologue, il va faire un diagnostic de votre bâtiment existant afin de valider qu'il n'y ait pas déjà de courants parasites qui pourraient nuire à la bonne fréquentation du robot. L'électrogéobiologue va également faire une analyse du sous-sol. L'objectif est vraiment de valider avec vous l'implantation des robots dans votre bâtiment. Donc, suite à l'acquisition des robots, on vous conseille également d'être accompagné environ 18 mois post-achat du robot, avec des visites de nos consultants nutrition robots en amont de la mise en service et en aval de la mise en service. Donc, en amont de la mise en service, on va notamment faire des audits sur votre bâtiment, valider que le bâtiment n'a pas de facteurs qui pourraient limiter la performance de votre robot de traite. Un audit sur le troupeau pour avoir le temps de mettre en place des actions correctives s'il y a des choses à faire. Vous aider dans la sélection des animaux qui vont démarrer la traite. Également, vous aider, vous conseiller sur le choix des aliments à mettre au niveau de mon robot. Et post-démarrage robot, donc nos consultants vont vous accompagner notamment pour mettre en place les tables automatiques, mais également pour valoriser vos données que vous allez avoir sur votre logiciel robot. Et enfin, juste au moment de la mise en service des nouveaux équipements, donc ça peut être robot de traite, mais également équipement annexe, si par exemple en parallèle des robots, vous mettez en place des ventilateurs, des racleurs, etc., on vous conseille de faire repasser un électrogéobiologue afin de valider que la mise en service de ces nouveaux équipements n'a pas induit de courant parasite. Donc voilà pour l'accompagnement littoral normand. Donc cet accompagnement littoral va nous permettre de faire de votre projet une réussite technique, économique et humaine. Donc place à vos questions. Eh bien, merci à vous deux. Merci pour cette belle prestation. Il y a forcément des questions. Alors, avant de passer aux questions, vous allez pouvoir voir la conférence via le mail que vous allez recevoir pour voir en replay, première chose. Deuxième chose, vous allez pouvoir aussi aller sur le site Littoral Normand, la chaîne YouTube. Et donc, les vidéos seront disponibles d'ici aujourd'hui et demain, donc à mesure que les conférences avancent. Voilà. Alors, nous avons des questions. Alors, un éleveur, Marc Delisieux. Y a-t-il des précaux différentes suivant les marques sur la gestion du pâturage? Les préconisations, pour moi, ne sont pas forcément différentes. C'est au niveau du paramétrage où on peut agir de façon différente. Oui, c'est pas facile de répondre vraiment, mais les préconisations ne sont pas fondamentalement différentes. D'accord, donc pas de souci, quoi. On peut acheter n'importe quel robot. Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de souci. Tous les robots sont compatibles avec le pâturage. Tout à fait. Voilà, ok, merci. Il y a des subtilités liées à chaque marque et en fonction des circulations. Liées au logiciel aussi. Et au logiciel. Très bien. Question de Jean-Michel. 60 animaux par stall. Combien d'animaux par stall si pâturage important? Alors là, c'est pareil. Ça va dépendre
quand même, alors on fait vraiment ça dépend, vous allez dire, mais ça dépend en fait quand même aussi de la vitesse de traite de ces animaux, de la production. Mais il y a des gens qui pâturent avec plus de 60 animaux par stall. Hein. C'est variable en fonction de votre production, du débit de lait. Et ça, c'est très variable. Il y a des troupeaux, on peut avoir facile du large ou plus de 10% d'écart en vitesse de traite. Donc forcément, ça dépend de tous ces facteurs, la production, vitesse de traite. Très bien. Alors, n'hésitez pas, hein, si vous avez besoin de complément à votre question, hein, vous pouvez me relancer. Alors, question de Guillaume. Quelle est la distance optimale entre les paddocks et la stabilisation pour maintenir une bonne fréquentation? Ouais, donc, au niveau du pâturage, en effet, le top, ce qui est couramment admis, c'est d'éviter de dépasser quand même les 800 mètres, même si on connaît des élevages qui vont jusqu'à pas loin du kilomètre, mais plus tu vas loin, plus ça devient limite d'un point de vue retour des animaux quand même. Il y aura forcément des limites, mais il y en a qui vont très loin. Hein. C'est pareil, ça sera en lien aussi avec l'achargement de la stalle, mais moi je dirais comme ça, à 800 mètres c'est déjà assez loin. Tu as déjà de l'expérience sur des troupeaux encore plus loin que 800 mètres ou pas? Oui, alors moi, je n'en ai pas en suivi direct, mais on a visité des élevages en Pays de la Loire qui pouvaient aller jusqu'à 1 km chez un élevage qui, du coup, avait 60 vaches par stall et qui produisait à peu près 28 kg de lait. Voilà. D'accord. Donc, avec une stalle dite pas saturée, mais on va dire… Elle n'est pas saturée, mais elle était occupée à des moments. Oui. Occupée, voilà, c'est ça. Ok. Aurore, donc, quel impact de l'évolution de la charte des bonnes pratiques sur l'implantation des robots de traite? Ouf. Alors, je vais devoir battre en retraite. Je ne connais pas, je n'ai pas été formé à la charte des bonnes pratiques qui va arriver avec Boviwell, tout ça. Je sais qu'il y a des changements en cours, mais je ne vois pas en quoi ça sera problématique. Mais ne connaissant pas de manière pointue la nouvelle charte, je ne peux pas avoir une réponse très précise, mais je ne vois pas en quoi ça sera un problème. D'accord. Encore quelques questions? Quel type d'aliment a privilégié un robot? Je dirais on peut utiliser tout type d'aliments au niveau du robot, hein, que ce soit d'aliments présentation granulée ou en présentation mâche. Il n'y a aucune contrainte sur le type d'aliment, il faut juste l'anticiper en amont. Et puis sur certains robots, il faut prévoir des systèmes de vis spécifiques. Voilà. On peut tout adapter au niveau des robots. Ok. Petite question, quel gain de productivité vous constatez après le passage du robot? La question… Alors, je dirais, c'est très variable, mais en moyenne, ce qu'on peut se dire, hein, si vous pouvez partir sur 5 à 10%, en moyenne, c'est ce qu'on constate dans les exploitations. Voilà. Lié à une fréquence de traite qui est plus importante, bien sûr. Alors c'est Florence qui pose la question, est-ce que le robot est compatible avec litière à base de copeaux? Alors la réponse est oui, ça existe. On a des adhérents qui le font. Donc la réponse est oui. Mais ça sera ça sera sous réserve, que la qualité de la litière soit assez saine. Voilà. On a des adhérents qui sont sur le litière copeaux, sous réserve d'éviter des échauffements, ainsi de suite. Voilà. Donc, pas de problème à partir du moment où la litière est bien entretenue. Il n'y a pas de contre-indication liée au robot. Hein. C'est les mêmes recommandations, j'ai envie de dire, qu'en système de traite. À partir du moment où ça ne chauffe pas, etc., il n'y a aucun souci à utiliser ce type de litière. Encore une question. Quelles sont les clés pour maintenir une bonne fréquentation pendant le pâturage? Donc, les clés pour maintenir une bonne fréquentation, pour moi, ça serait quand même les histoires qu'on nous a présentées tout à l'heure, excusez-moi, d'avoir deux blocs de pâturage pour stimuler le retour des animaux. Voilà, je dirais c'est surtout ça. Après, ça peut jouer au niveau du paramétrage, au niveau du paramétrage des stations de sortie, mais pour moi, c'est principalement ça. Et puis, quand même, est important, je rappelle encore, et avoir de l'eau au pâturage pour que les animaux y restent au pâturage. Encore des questions? Ça suscite l'intérêt. Question de Lucie. Bonjour Lucie, on connaît bien Lucie. Un robot excentré au sein d'un bâtiment limite-t-il sa fréquentation?
je vais répondre aussi. Donc un robot de traite excentré, je répondrais non, pas forcément, sous réserve qu'il y a du dégagement devant le robot. Moi, je vois plus d'importance à avoir un robot, plus d'importance au dégagement dans la zone robot pour fluidifier le trafic qu'un placement au plein centre du bâtiment. Bien sûr, dans l'idéal absolu, le robot il doit être placé de manière centrale, mais des robots excentrés, nous avons des robots excentrés qui fonctionnent très bien sous certaines réserves, notamment au niveau de la circulation. Pour moi, la circulation, le dégagement dans la zone robot est plus important que le positionnement du robot dans le bâtiment. Je crois qu'on est peut-être Monsieur le Président. Je sens réfléchir. Il a certainement une question. Alors non, plus qu'une question, c'est plus une affirmation par rapport à ce que nos deux experts ont dit et je leur remercie. C'est que je pense qu'aujourd'hui tout le monde est pratiquement robot compatible. En faisant juste attention sur l'implantation avec toutes les préconisations qu'Olivier disait tout à l'heure sur l'emplacement, sur tout ça. Je pense qu'il faut faire attention et un petit conseil avant, ça coûte beaucoup moins cher qu'une mauvaise installation ou une installation mal adaptée. Et on a des cas aussi d'adhérents qui disent après coup, bah mince, j'aurais pas fait comme ça, quoi. Et donc c'est un petit peu dommage. Donc voilà, c'était juste ça. Mais en tout cas, merci pour ces interventions. Merci à tous. Je vous souhaite une excellente journée et certainement à tout à l'heure. Merci, Monsieur le Président. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous souhaitez en découvrir plus, abonnez-vous sur notre site. Vous lâchez un petit pouce bleu. À bientôt.